Bonjour à tous, il est 11h02, on va lancer les opérations comme on dit. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans un contexte qui est celui de la 12e semaine de la finance responsable. Donc ça fait quand même maintenant quelques années que cette semaine existe. Elle a changé de nom, elle a d'abord été la semaine de l'ISR et depuis 6 ans maintenant de mémoire, elle est devenue la semaine de la finance responsable. L'occasion pour de nombreux acteurs de parler, d'évoquer les sujets de finances responsables, et c'est notre cas nous aujourd'hui. On va revenir sur un sujet qui est important après avoir organisé il y a quelques semaines maintenant un rendez-vous autour de l'ouvrage d'Alain Grandjean, également sur la finance verte. On revient sur ce sujet aujourd'hui. C'est un sujet qui est clé, puisqu'il s'agit de voir comment est-ce que la finance est capable finalement d'adresser ces grands sujets qui nous préoccupent, qui sont ceux de l'environnement. Bien sûr, celle du dérèglement climatique, mais aussi celle de la perte massive de biodiversité. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour approfondir encore ce sujet autour d'un ouvrage qui a été publié dans la collection Repères, une collection qui est bien connue des étudiants aujourd'hui aux éditions La Découverte. C'est un rendez-vous qui est aussi organisé en partenariat avec Novetic. Donc, je ne vous en dirai pas plus maintenant. Je vais laisser la parole tout de suite à Arnaud Dumas, qui va vous présenter les intervenants, bien sûr, et puis animer les débats de ce matin. Arnaud, la parole est à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous très bien. Bienvenue à ce webinaire. Effectivement, je crois que c'est le dernier de la semaine de la finance responsable organisée par le FIR. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Donc, je suis Arnaud Dumas, je suis en charge de Novetic essentiel de la finance durable. Et aujourd'hui, justement, on va parler donc de finance verte, comment faire en sorte d'orienter les flux d'épargne vers les produits financiers responsables ou durables, comment et pourquoi les particuliers sont encore aussi peu présents dans cet élan qu'on constate depuis quelques années vers la finance verte. Et le sondage du FIR qui est paru il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a une semaine, est assez éloquent là-dessus et on va en reparler, je pense, pendant le webinaire. Alors, pour traiter de ce sujet, on a 3 intervenants de qualité. Nous avons Mouna Aoun, qui est la secrétaire générale de KissKissBankBank et qui est une filiale de la Banque Postale spécialisée dans la finance participative. Et on a les 2 co-auteurs du livre, donc Julie Ancidei, qui est directrice de l'unité stratégie et finances durables de l'autorité des marchés financiers, et Noam Leandri, qui est le secrétaire général de l'ADEME. Bonjour à tous les 3. Et puis, on va commencer tout de suite. Je préviens juste qu'on va essayer de se garder quelques minutes en fin de webinaire pour répondre à des questions. Donc, si vous avez des questions au cours du webinaire, vous pouvez les poser dans la boîte de dialogue. Il y a une boîte de dialogue normalement sur Zoom, auquel vous pourrez avoir accès. On les lira et on y répondra. Les 3 intervenants pourront y répondre en fin de webinaire. Voilà comment ça va se passer. Vous pouvez poser des questions pendant le webinaire aussi, il n'y a pas de souci. On va commencer peut-être en se tournant vers les 2 co-auteurs du livre, vers Julie et Noam, pour parler de ce livre. Déjà, ne serait-ce que pour savoir pourquoi vous avez décidé de faire ce livre sur la finance verte. Il y a effectivement, et Grégoire le rappelait avant, quelques livres qui ont déjà été publiés. Pourquoi le vôtre? Comment il se différencie? Qui est-ce qui veut commencer? Julie, peut-être? Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation et cette réunion. Je crois que, pour moi en tout cas, c'était un projet que Noam m'a proposé, mais je crois que face à l'ébullition réglementaire et aussi les changements qu'on voyait sur le marché, ça a été pour moi l'occasion d'un petit peu faire une pause et de se rendre compte des progrès depuis 3 ans donc, et de donner des points de repère aux gens qui voulaient en savoir plus sur la finance verte et la finance responsable. Mais effectivement, un peu poser le crayon. On sait que le livre va vite devoir être mis à jour, mais quand même se rendre compte de tout ce qui s'est passé depuis 3 ans, en particulier pour l'agenda réglementaire financier, et donc avoir une vue assez exhaustive des changements, que ce soit pour les entreprises, pour les gérants d'actifs, pour les régulateurs, et avec, dans notre idée, l'idée effectivement d'aider les étudiants qui s'intéressent quand même de plus en plus à ces sujets, d'aider leurs professeurs qui souvent sont assez démunis pour savoir comment enseigner ces matières nouvelles qui s'écrivent au fur et à mesure qu'ils doivent développer leurs cours. Et puis plus largement, les jeunes professionnels, mais les vieux professionnels aussi. Je crois qu'on parle assez souvent de ISG, compétence washing, avec l'idée que les gens se vendent comme verts, mais
Mais à mon avis, la réalité, c'est qu'on n'a pas assez de gens formés sur ces sujets. Et donc, c'est une façon pour nous d'essayer, encore une fois, de sensibiliser et de mettre en avant la marche qui reste à gravir pour comprendre les changements à l'œuvre sur le marché et dans la réglementation sur ces sujets. Et effectivement, tout va très très vite. Enfin, la réglementation se développe très très vite. Et je crois que vous avez même dû mettre à jour le livre jusqu'au dernier moment. Il est paru cet été et vous l'avez mis à jour jusqu'au dernier moment. Tout à fait. Hein. Jusqu'aux annonces de la BCE Ouais. au mois de juillet, on a pu encore changer le manuscrit parce que c'est paru au mois d'août, hein, ce petit livre, 128 pages. Voilà, comme ça, je montre pour ceux qui, qui l'ont pas encore entre les mains. Et c'est vrai qu'il a fallu tenir compte, enfin, on a cherché à tenir compte vraiment des dernières évolutions qui ont été très, très vite hein, pendant le premier semestre 2021 de cette année. Et donc, on voulait quand même pouvoir avoir vraiment le panorama de tout ce qui existe encore aujourd'hui en matière de réglementation, mais aussi d'avancées, hein, parce qu'il n'y a pas que de la réglementation, il y a aussi des actions volontaires, hein, et c'est très bien. Juste, Julie a quasiment tout dit, mais dans les autres intentions aussi, c'est qu'aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup d'ouvrages qui paraissent sur ces questions de finance verte, mais qui sont de l'ordre de l'essai, du pamphlet même parfois. Et là, vraiment, l'idée, c'est pas d'être polémique, c'est vraiment de poser le sujet pour ceux qui ne connaissent peut-être rien ou qui s'intéressent simplement, qui veulent approfondir. J'avoue que nous-mêmes, ça nous a obligés aussi à aller, alors qu'on est des professionnels d'une certaine manière de cette thématique, hein, ça nous a obligés aussi à aller vérifier, contrôler, élargir un peu, voir dans toutes les bibliographies ce qui a pu être fait sur le sujet et pas se limiter à notre champ qu'on a l'habitude de zone de confort, quoi. Donc, ça permet vraiment d'avoir un panorama 360 sur ces enjeux de finances vertes. D'où la collection que vous avez choisie d'ailleurs, collection repère est faite pour ça. Vous disiez donc vos publics cibles, c'est vraiment les étudiants. Et il y a une volonté de développer en fait la connaissance de la finance verte et finance responsable en général, qui est encore pas très traitée dans les écoles. Oui, effectivement, les étudiants, mais je pense que la formation, elle dépasse aussi le cadre des étudiants, hein, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on montre dans le livre, hein, à travers des clients mystères quand ils se sont rendus dans des banques ou chez des courtiers en assurance, qui montrent que ils ne savent pas proposer des produits qui correspondent aux envies, aux besoins des épargnants. Beaucoup d'épargnants, et ça, je crois que le sondage du FIR, mais également celui de l'AMF a rendu récemment, beaucoup d'épargnants voudraient investir, donner du sens à leur épargne, investir dans des fonds à impact, notamment environnemental. Et aujourd'hui, les banquiers, ceux qui vendent ou qui proposent ces produits financiers sont souvent assez démunis, ils ne comprennent même pas eux-mêmes ce qu'ils proposent. Et donc, ça peut aussi, je pense, servir dans les réseaux de distribution à mieux comprendre de quoi il s'agit. D'accord. Il y a une question que je me posais, c'est que donc, Grégoire parlait de la semaine de la finance responsable qui existe depuis plusieurs années maintenant. La COP21 avait pas mal mis la finance et l'orientation des flux financiers vers la finance verte déjà il y a 5 ans. 5 ans, oui. Donc on en parle beaucoup et pourtant il y a toujours cette méconnaissance en fait. Comment est-ce que vous dites aussi la BCE en a parlé. J'ai l'impression que tout le monde a l'air, toutes les autorités réglementaires ont l'air d'en parler et pourtant il y a toujours ce gap de connaissances en quelque sorte. Comment est-ce que vous l'expliquez, Noam ou Julie Ça peine à diffuser dans l'économie. Oui, je en pense fait. qu'il y a effectivement il y a un premier cercle qui est effectivement extrêmement moteur, très motivé, très impliqué dans les travaux réglementaires, dans les transformations en cours de leurs institutions. Après, on voit maintenant qu'il y a un deuxième cercle qui, dans les institutions financières, qui sont les responsables de conformité, qui sont obligés aussi de se mettre à jour parce que c'est en train d'être mis en œuvre, toutes ces nouvelles obligations. Mais la réalité, c'est que y a encore beaucoup de gens, et on le voit aussi pour les entreprises, hein, qui n'ont pas encore intégré ces nouveaux enjeux. Et puis, ça suppose de se former non seulement sur la matière financière, mais cette fois-ci sur des enjeux environnementaux. C'est pour ça aussi qu'avec Noam, on est arrivé avec l'idée de combiner deux expertises, une expertise plus régulation financière et marché financier, et puis une réelle expertise environnementale. Et parce que sinon, je crois qu'on ne peut pas comprendre l'objectif de toutes ces réglementations financières et pourquoi les institutions financières aussi sont en train de changer leur business model et leurs offres de produits. Et vraiment, à quoi ça sert tout ça et pourquoi est-ce qu'il faut prendre en considération ces enjeux environnementaux dans l'offre financière. Donc, faire ce lien-là, ça suppose de comprendre les enjeux climatiques avant tout, en fait, de mon point de vue. Ça veut dire comprendre les enjeux climatiques et de biodiversité Bien sûr. et sociaux aussi, les intégrer dedans. Ouais. Dans les publics qui demandent de la pédagogie, il y a aussi les épargnants.
Et là, on le voit dans le sondage du FIR et aussi un sondage de l'AMF, je crois, qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi. On voit qu'il y a en gros aussi que les épargnants, en gros, ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, en quelque sorte. Il y a quelques chiffres qui sont frappants dans le sondage du FIR. C'est qu'on voit qu'il y a une appétence pour les sujets de développement durable, puisqu'il y a près de 60%, je crois, des épargnants ou des Français qui accordent de l'importance aux impacts environnementaux et sociaux de leur placement. Donc, c'est une proportion assez importante. Et pourtant, à la fin, on voit qu'il n'y en a que 7% qui ont investi dans des fonds ISR. Alors, c'est un peu mieux puisque c'est 7% cette année, mais c'était 5% en 2020. Donc, il y a un petit décalage, on va dire. Et peut-être que je vais me tourner vers Mouna Aoun, en me demandant est-ce que la finance participative, c'est un moyen de combler en partie ce décalage, en tout cas. Peut-être Oui. que vous pouvez d'ailleurs rappeler ce que c'est que la finance participative pour commencer. Oui, tout à fait. Effectivement, ça propose un circuit court entre l'offre et le citoyen. Et donc, c'est un puissant levier. Donc, la finance participative, l'économie collaborative, est née il y a une dizaine d'années autour du crowdfunding et du crowdlending, pour utiliser des mots en anglais. Et l'idée, c'est de démocratiser l'accès à des solutions, soit de financement de projets entre citoyens, un financement par la foule, soit des solutions d'investissement qui permettent à des porteurs de projets de trouver des citoyens investisseurs sur des projets de création d'entreprises, mais également sur des projets d'énergie renouvelable, comme ce que l'on peut faire au sein de KissKissBankBank et compagnie, au travers de sa filiale Lendopolis. Pour apporter au débat, j'ai bien aimé la façon dans le livre, l'intitulé d'un des chapitres sur les épargnants et la finance verte était caractérisé par trois constats. Un réel appétit sans doute, une méfiance peut-être, une méconnaissance certainement. Et tout ce qui est dit là est clé, puisque effectivement, l'intérêt des citoyens progresse, mais au sein de la Banque Postale, puisque KissKissBankBank et compagnie est la filiale de Crowd for Good de la Banque Postale, nous avons réalisé, nous également, un baromètre cet été avec une start-up que nous incubons à Plateforme 58 qui s'appelle Cashbee et la Banque Postale. On a fait un baromètre sur l'épargne responsable et on constate de façon paradoxale l'appétit grandit, mais l'épargne responsable sous toutes ses formes, c'est un thème d'investissement qui reste mal perçu et qui n'est pas en top of mind des priorités des épargnants, puisque ça arrive derrière la sécurité du produit, la rentabilité, la liquidité et la simplicité du produit. Je pense qu'on le dira tout à l'heure, mais ces produits de finance verte restent éminemment complexes pour les distributeurs comme pour les épargnants. Et c'est là en quoi les solutions d'investissement participatif rendent la chose plus simple, puisque c'est désintermédié. Et dans ce baromètre, il est aussi indiqué qu'il y a un écart entre les épargnants dits digitaux et les épargnants traditionnels. Un écart significatif, puisque 35% d'entre eux disent avoir déjà réalisé un investissement labellisé ISR, contre 16% pour les épargnants traditionnels. 59% des épargnants digitaux déclarent être prêts à considérer ce type d'investissement à l'avenir, contre 30% pour les épargnants traditionnels, et 25% des épargnants digitaux considèrent aujourd'hui que placer une partie de son épargne sur des supports durables est une priorité. Et donc, du coup, on voit bien cette notion de complexité et les différents cercles que Julie évoque passent aussi par les différents cercles des épargnants et des citoyens. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Est-ce que ça veut dire que les clients de la finance participative en capital ou en prêt sont plus avertis que les clients traditionnels, en quelque sorte? Oui. Ils sont plus avertis sur ce que c'est que l'épargne, en quelque sorte. Ils sont plus avertis sur les solutions qui peuvent exister. Ils vont chercher. Et on évoquera peut-être le sujet de
des différents steps qu'il faut pouvoir franchir pour passer à l'acte. Et c'est un sujet qui nous concerne dans le domaine de la finance, mais également plus globalement pour faire face aux enjeux climatiques. Et donc, il faut prendre conscience, être sensibilisé, s'informer, se former et ensuite passer à l'acte. Chacune de ces étapes est importante. Et donc, l'épargnant digital a déjà franchi un certain nombre d'étapes, alors que l'épargnant traditionnel va attendre que ça arrive, va attendre ou pas, hein, parce qu'il ne faut pas schématiser, mais il est possible qu'il attende que systématiquement ça lui soit proposé dans son établissement financier. On y reviendra, c'est aussi des propositions qui émergent au sein de l'ouvrage. D'accord, il y a une démarche volontaire donc, qui est plus forte chez les épargnants digitaux, donc, qui explique en partie, en gros, parce que les projets que vous financez par KissKissBankBank ou Lendopolis, ce sont que des projets durables, d'ailleurs, ou pas forcément? Alors, sur Lendopolis, 100% des campagnes sont en faveur des énergies renouvelables, oui. Lendopolis, c'est en prêt. Oui, en prêt, donc l'épargnant investit et touche un rendement pour ça. Cette activité se développe très fortement depuis 18 mois et notamment cette année chez Lendopolis comme ses concurrents 100% ENR aussi. Oui, c'est effectivement qu'on voit se développer. Malgré tout, il y a effectivement tout le reste de l'épargne qui ne passe pas par le crowdfunding. Et donc, il y a la question à se poser, c'est comment on incite les épargnants à y aller. Il y a une directive européenne qui vise à faire en sorte que les épargnants soient informés d'entrée de jeu par leur conseiller bancaire. Julie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce questionnaire, en gros, questionnaire ESG, enfin, environnemental, social et de gouvernance qu'on va poser aux épargnants? Est-ce que ça va être vraiment une grosse dynamique pour changer le système? Est-ce que ça va être simple à mettre en œuvre aussi? Bon, ça, je peux déjà garantir que ça ne va pas être simple à mettre en œuvre. En revanche, je pense que encore une fois, si on revient à l'origine du plan d'action pour la finance durable, est-ce que les co-législateurs et la Commission européenne ont essayé de faire au niveau européen cette idée de susciter la demande par les préférences des clients et donc par la mobilisation citoyenne, en fait, dont parle un peu Mouna aussi. Ça, c'était vraiment au cœur du plan d'action pour la finance durable. Il y avait l'idée qu'effectivement, ces produits ils existaient, mais ils ne rencontraient pas un marché. Et en posant la question aux investisseurs, c'était une façon de stimuler la demande et d'obliger les producteurs et les distributeurs à revoir leur gamme de produits. Et ça, effectivement, avec ces nouvelles règles qui découlent de la directive MIF, qui rentre en application en août 2022, normalement, donc c'est vraiment tout de suite. Effectivement, les conseillers financiers, alors ils ont un questionnaire à remplir avec les clients où ils évaluent le degré de connaissance des produits financiers, leur tolérance au risque, leur situation financière. Mais ensuite, juste après, viendra effectivement l'évaluation des préférences environnementales, sociales et de gouvernance des clients. Alors, par rapport aux enjeux que mentionnait Mouna, c'est-à-dire effectivement comment est-ce qu'on gère les attentes différentes des clients, la sécurité, la liquidité, la simplicité, je crois qu'un des défis pour ces nouvelles règles, ça va être comment être à même de sentir ces préférences ESG. Est-ce que vous êtes très motivé, un peu motivé? Est-ce que c'est plutôt l'environnement, le social? Enfin, chaque établissement va devoir regarder un peu les questions qu'il veut poser. Mais comment faire ça sans leur plaquer un jargon ESG qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre? Et on le voit dans les enquêtes du FIR année après année. Effectivement, c'est des concepts qui sont difficiles. Les produits ne sont pas forcément si compliqués, mais c'est des concepts, des mots, des terminologies qui sont souvent un peu quand même, voilà. Et sur fond ouais, voilà. Et puis sur fond quand même de certaines défiances des investisseurs, parce que il y a quand même aussi, on le voit dans les enquêtes, l'idée qu'ils ont quand même l'impression que c'est un effort de communication avant tout de la part de leurs établissements financiers. Et donc, ils ont besoin d'avoir des garanties ou de mieux comprendre en fait ce qu'on leur propose.
Puis il y a un autre enjeu qu'on voit dans une autre enquête qu'on a réalisée, cette fois-ci juste qualitative, avec un petit groupe d'épargnants, et on se rend compte que l'information qui leur est fournie sur des produits ESG, ils n'arrivent pas à la comprendre. Donc il y a vraiment cette tension entre la pédagogie, les offres de produits qui sont par ailleurs complètement en train d'évoluer avec des innovations, et ça c'est vraiment aussi l'objectif du plan d'action pour la finance durable. Et donc c'est des questions qui doivent être posées aujourd'hui dans les établissements et qui vont encore une fois remonter de la préférence du client jusqu'à l'offre. Et donc le type de produit que vous voulez offrir aux établissements, et avec au milieu aussi un élément dont on a parlé mais qui est vraiment crucial, qui est la formation des conseillers financiers sur tous ces enjeux pour qu'ils puissent avoir ce dialogue. Je pense que la Commission européenne a vraiment voulu mettre le dialogue client sur ces enjeux ESG au cœur du questionnaire, hein, pour pouvoir vraiment éviter des effets cliqués, voilà, que ça soit trop mécanique. Mais on sait bien la difficulté d'instaurer ce dialogue client pour les établissements financiers. Et effectivement, ce que vous dites, c'est aussi la complexité de l'offre et des concepts et du jargon aussi qui est utilisé dans la finance. Dans la finance en général, je serais tenté de dire, mais dans la finance durable ou responsable encore plus presque. Et il y a donc une œuvre de simplification en quelque sorte à faire, qui est plus que pédagogique, qui est vraiment Et si je peux de faire savoir expliquer les concepts. Ouais. Mon mea culpa, une minute, c'est vrai que la régulation, en fait, ne simplifie pas ça, parce qu'elle introduit des nouveaux concepts. Alors, le côté positif, c'est que franchement, la régulation européenne qui est venue avec la directive Disclosure, le règlement Disclosure, par exemple, qui parle des produits plus ou moins verts et comment ils doivent donner des informations, cette nouvelle directive MIF sur les préférences ESG, ça introduit des nouveaux concepts, et des concepts cruciaux comme quels sont les impacts négatifs de mes investissements sur l'environnement, quelle est ma part minimale d'investissement durable que je peux avoir dans mon produit, et comment ça cale avec mes préférences. Et donc, c'est des concepts extrêmement structurants pour le marché, pour comprendre ce que c'est que l'investissement durable, mais pour un investisseur particulier, c'est vraiment très compliqué à absorber. Noam, justement sur l'offre de produits durables, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'elle est d'une part suffisante, et est-ce que vous avez des idées sur comment la flécher mieux peut-être vers les épargnants? Alors, l'offre de produits durables, effectivement, aujourd'hui, elle est malheureusement trop rare, hein. Je vous montre un petit graphique, hein, qu'on a repris, un tableau plutôt qu'on a repris dans notre ouvrage. Page 84 pour ceux qui l'auraient déjà sous la main. Et vous voyez qu'effectivement, le nombre de produits labellisés verts ou voire ISR, qui n'est pas forcément exactement la même chose, hein, évidemment, sont assez peu nombreux au final. Et c'est en plus la grande difficulté, c'est pour le client final, l'épargnant final, de pouvoir accéder à ces produits financiers. Généralement, ce n'est pas offert directement et on ne peut pas souscrire à un de ces fonds. C'est souvent à travers d'autres fonds que des produits certifiés verts sont accessibles, à l'exception peut-être effectivement du financement participatif qui progresse, mais qui représente encore aujourd'hui que 100 millions d'euros en 2020. Hein. Donc 100 millions d'euros à comparer aux 100 milliards qu'il y a sur le livret développement durable, par exemple. Voilà, donc là, ça vous fait quand même quelques ordres de grandeur. Donc effectivement, aujourd'hui, il n'est pas facile d'accéder à ces produits financiers verts. Et donc je pense qu'il reste encore ce dernier kilomètre à parcourir pour que ça puisse rentrer plus facilement. Alors, la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'en France, avec la loi Pacte, hein, qui a été adoptée il y a 2 ans, dès l'année prochaine, les assurances vie seront obligées de proposer au moins un fonds certifié ISR ou vert. Donc, aujourd'hui, c'est le label Greenfin. Et l'année prochaine, on aura aussi un nouveau label, ce sera l'écolabel européen sur la finance durable, qui sera mis en œuvre, hein, normalement au printemps, d'après les dernières discussions qu'il y a à Bruxelles. Donc, c'est un écolabel qui sera un peu comme un label bio, si vous voulez, qui avait été développé au niveau européen. Et bien là, on aura la même chose sur la question financière. Le label écolabel, vous le voyez d'habitude plutôt sur des produits ménagers, les lessives ou autres, même parfois dans les hôtels aussi, beaucoup en France notamment. Et là, on va le trouver à présent sur les produits financiers. Donc, ça sera un élément d'assurance, je pense, pour les épargnants que le produit est bien vert, parce que quand même, aujourd'hui, il y avait parfois, c'est vrai, un peu à boire et à manger. On n'a pas encore dit le gros mot de greenwashing, mais on sait qu'il existe et qu'il est très fort aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'une entreprise, un produit peut être avoir un faible impact en carbone, mais
Peut-être qu'à 5 ans, finalement, il sera en retard par rapport à tous les efforts qui ont été faits dans les autres secteurs d'activité. Donc, ce qui compte, c'est aussi la trajectoire. Ce n'est pas simplement la photo instantanée en matière de carbone, mais c'est valable pour d'autres sujets, comme la biodiversité ou tous les impacts environnementaux, économie circulaire, etc., sur les ressources qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est important d'avoir des éléments d'assurance et ce qu'on souhaite, parce qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine de produits produits financiers qui sont labellisés Greenfin, donc le label français sur les produits financiers verts, qui avait été créé en 2016. Je tiens à avoir œuvré pour la mise en application de cette intention lorsque j'étais au cabinet de la ministre en charge de l'environnement. Et bien, aujourd'hui, il faut qu'il y en ait beaucoup plus et que les montants sous gestion soient aussi beaucoup plus importants. Et je pense que l'écolabel va pouvoir le faire parce que ça sera européen, donc ça aura une taille critique et une taille suffisante. Et puis, on va aussi faire de la campagne de communication. Nous, à l'ADEME, typiquement, on a prévu, parce que je travaille à l'ADEME, j'ai oublié de le préciser, et donc on a une campagne de communication qui visera justement aussi à promouvoir, et on compte sur les institutions financières aussi pour cofinancer cette campagne de communication qui permettra de donner le maximum de visibilité sur ces produits financiers verts. Il y a le label ISR aussi qui a à peu près, je dis une bêtise, mais je crois qu'il y a 600 produits à peu près. Mais ce qu'on voit aussi dans... Vous m'entendez? Ces labels ne sont pas très connus en fait. Je disais que ces labels ne sont pas très connus. Dans l'enquête du FIR, c'est 12 à 15%, je crois, d'épargnants qui les connaissent. Donc, il y a un problème en fait pour développer ça en fait. Et pourtant, le FIR fait des campagnes, enfin pas le FIR, mais le label ISR fait des campagnes régulières de communication. La Banque Postale aussi, je vais vous donner des best practices peut-être qui pourront inspirer d'autres. Vous voyez, en campagne télé, on communique sur l'ISR. Donc, c'est une femme qui investit dans l'ISR et qui vole dans les airs en super-héroïne, en peignoir rose avec son sèche-cheveux. Et parce qu'elle est complètement sereine et elle investit dans l'ISR. Et donc, on ose, sur des grands médias, expliciter ISR, investissement socialement responsable. Et puis, en matière de grands réseaux, puisque la Banque Postale, c'est une grande banque de détail, un Français sur deux a au moins un produit ouvert à la Banque Postale. Et donc, sur le sujet de l'ISR, on est pionnier. On a longtemps eu et fait partie des réseaux précurseurs avec de premiers produits dans la gamme. Et depuis maintenant 2 ans, on s'est engagé à transformer, je le dis parce que c'est aussi une façon de tirer le sujet par le haut. Et plus comme dans des magasins retail où il y a un rayon ISR, enfin un rayon bio, et tout le reste peut-être pas forcément clean ou green. Et ce sujet-là, la Banque Postale Asset Management, notre société de gestion, l'a craqué en élargissant sa gamme ISR et en déployant avec une méthodologie propre mais exigeante, puisque c'est le référentiel label ISR public, l'ensemble de la gamme des fonds proposés par cet asset manager sont des fonds labellisés ISR, et donc c'est la gestion qui est ISR. Et donc, du coup, ça renvoie la complexité en haut et pas en bas auprès du client, puisque ce n'est pas au client de demander un fonds ISR. S'il investit dans des fonds, la Banque Postale Asset Management, il est dans des fonds à gestion ISR. Et à cet égard, on a un fonds qui performe et qui est Greenfin aussi, et qui a passé, pour avoir des chiffres, je le dis pour Noam, qui a passé le milliard d'encours sous gestion. C'est la Banque Postale Asset Management ISR Action Environnement. Et donc, l'essentiel de la progression de cette collecte s'est fait dans les 18 derniers mois. D'accord. Mais ce n'est pas forcément les épargnants qui y ont accès, cela dit. Enfin, les particuliers, je veux dire. Si, celui-là, ils y ont accès. Et puis, je voulais dire aussi par rapport aux personnes qui nous écoutent sur la profondeur de gamme, auquel les citoyens ont accès. Il y a l'assurance vie,
et puis avec la loi Pacte, ça sera systématique. Il y a également l'épargne salariale depuis de nombreuses années, qui est aussi une façon d'investir avec une obligation réglementaire. Et donc, du coup, c'est aussi une façon de mettre son épargne moyen-long terme sur ces enjeux-là. Il y a également des fonds qui sont éligibles à des PEA. Et donc, voilà, il y a quand même un univers qui est assez large. Et si on faisait un sondage sur tous les grands réseaux bancaires ou assurantiels, il y a au moins un produit ISR dans la gamme. Mais il y a ce gap pour le faire connaître. Je crois que, Noam, vous m'aviez parlé d'une initiative justement pour mieux mettre en valeur ou faire connaître ces produits financiers durables sur lesquels l'ADEME travaillait, non? Oui, tout à fait. Alors, dans le cadre d'un projet, d'un consortium sur les finances durables que nous avons lancé il y a maintenant 2 ans, un des partenaires et j'ai oublié de préciser, oui, c'est financé par la Commission européenne au titre des actions, des plans d'action français pour la finance durable. On a donc une des actions qui consiste à avoir une plateforme qui est donc en cours de développement, qui permettra à un épargnant de saisir ses préférences, notamment en matière de ESG, mais aussi surtout en matière environnementale. Et l'outil doit permettre ensuite de faire ressortir les fonds qui correspondent à cette préférence. Comme ça lui permet à cet épargnant d'aller chez son banquier ou son assureur vie préféré et lui dire, voilà, c'est ça les fonds que j'ai sélectionnés. Maintenant, c'est ça que je veux que vous me mettiez dans l'assurance vie, dans mon contrat, sur mon PEA, sur mon compte titre. Parce que c'est vrai que souvent, les commerciaux soit ne connaissent pas ces produits, soit même n'ont pas d'incentive non plus à les proposer, parce que ce n'est pas là où on marche forcément le plus. Et donc, c'est bien aussi de pouvoir arriver en disant, voilà, moi, c'est ça que j'ai sélectionné. Donc ça, c'est en cours de développement. Ça devrait être prochainement mis en ligne et partagé avec le plus grand nombre. Mais effectivement, on compte beaucoup quand même aussi sur la pression qui viendra du bas, des épargnants. Parce qu'effectivement, certes, aujourd'hui, il y a quand même une pression qui descend en plus fine du niveau de la Commission européenne, au niveau européen, mais aussi international. Puis en France aussi, on a quand même, il faut le dire, et c'est ce qu'on écrit, on est les pionniers quand même en matière de finances vertes. Je pense qu'il faut qu'on l'affirme haut et fort. Mais néanmoins, voilà, il faut aussi que ça parte du bas. Et l'effet masse, l'effet volume va faire aussi que chaque jour, un conseiller clientèle se voit demander un produit vert, et ben peut-être qu'un jour, il va se dire, il faut quand même, oui, que je sache le proposer au celui qui viendra me voir demain. Et donc, ça va les forcer aussi à demander des informations, à se renseigner par eux-mêmes et à demander des formations qui aujourd'hui existent, puisque typiquement, à l'ADEME, on a mis en place, toujours dans le même projet européen que je citais, une formation à destination des directeurs financiers, des comptables, des banquiers, une formation qui s'appelle Invest, I-N-V-E-E-S-T, Invest, avec 2 E qui veut dire économie d'énergie, et qui vise justement à aider ces acteurs financiers à mieux comprendre aussi en quoi les économies d'énergie peuvent être rentables, comment on calcule un TRI, un ROI sur ces investissements verts, parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas comment faire ces calculs, ça leur semble, c'est pas habituel, et pourtant les économies d'énergie, il y a le mot économie, donc c'est rentable forcément, si on fait bien les choses. Si je peux, Arnaud, revenir une seconde sur cette idée de pouvoir comparer les produits, je pense que c'est vraiment un défi colossal aujourd'hui parce que les textes européens sont arrivés avec des obligations de transparence, c'est-à-dire qu'on donnait plus d'informations qui manquaient sur qu'est-ce qu'il y a derrière votre produit vert, quel type d'indicateur vous pouvez nous donner pour qu'on évalue la performance entre guillemets environnementale ou sociale de tel ou tel produit. Et puis avec des catégories comme ça de produits disons vert clair et vert foncé pour simplifier. Donc les articles 8 et les articles 9 pour ceux qui connaissent. Mais c'est des obligations de transparence. Donc en France, l'AMF... Pardon ? Vous m'entendez ? Oui, très bien. Ouais, ça va. Arnaud, tu as essayé d'intervenir. Oui. Voilà. Non, je vous entends bien.
Bon, ben, je continue. Et c'est vrai qu'en France, on a essayé en 2020 de canaliser, entre guillemets, ce basculement qu'on observait chez un grand nombre d'acteurs de marché de la place. Et comme Noam le dit, la place française avançait plus vite sur ces sujets pour essayer de donner des standards minimums sur les produits qui pouvaient être comme ça présentés comme ESG ou comme verts à une clientèle de détail. Au niveau européen, ces standards minimums, ils n'existent pas encore. Et tout ce qu'on a, c'est effectivement ces obligations de transparence qui viennent du règlement Disclosure et qui définissaient donc des produits article 8, vert léger, et des vert clair, et des produits article 9, vert foncé, mais qui sont devenus en fait une auto-certification de la part des acteurs financiers, mais on les comprend, parce que les textes ne sont pas faciles à interpréter, mais avec des interprétations très différentes selon les gammes de produits et selon l'interprétation qui était faite par différents acteurs. Donc aujourd'hui, le marché, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver lorsqu'on essaye, comme le dit Noam, et on espère que ça pourra être le cas dans quelques années, mais quand on essaye de comparer des offres entre différents acteurs financiers. Donc, comme le dit Mouna, si vous venez chez un acteur, au moins il y a une certaine cohérence parmi sa gamme, mais la logique, c'est quand même aussi de faire fonctionner un peu la concurrence et de pouvoir trouver des produits qui correspondent au mieux à vos préférences. Et là, c'est compliqué de comparer d'un acteur à un autre. Donc c'est vrai que sur le sujet des questionnaires ESG dont on parlait en début de discussion, il va y avoir aussi un enjeu pour que la façon dont ces questionnaires émergent permette quand même une certaine comparabilité, pour que si le client va chez BNP ou va chez la Banque Postale, il n'ait pas l'impression que deux produits verts n'ont en fait rien à voir l'un avec l'autre. Mais c'est difficile parce que chaque produit, il y a beaucoup de stratégies possibles et c'est aussi ça qu'on attend du secteur financier, de proposer des stratégies plus ou moins engageantes, plus ou moins risquées aussi. Mouna a parlé de la sécurité. Donc, c'est normal qu'il y ait de la diversité, mais ça rend l'exercice compliqué et il faut quand même permettre, soit par des outils comme ceux que mentionnait Noam, soit par une espèce de réflexion collective de place, qui ait plus de comparabilité entre établissements financiers. Et le régulateur a un rôle à jouer dedans, justement, pour surveiller cette comparabilité, Alors, comparabilité ou cette uniformisation, cette standardisation peut-être du domaine. Ouais. Alors, c'est compliqué. Effectivement, il y a des textes européens et on a vu que plusieurs autres autorités au niveau européen réfléchissaient ou même ont proposé maintenant une doctrine, comme un peu l'AMF l'avait fait en 2020, encore une fois, pour essayer de clarifier les attentes du régulateur vis-à-vis du marché, en disant, ça, quand même, c'est un peu léger pour un produit vert. C'est un peu ça. La difficulté, c'est effectivement quand on n'a pas, quand on a des cadres qui sont assez larges. Et donc vraiment, je pense que c'est au niveau européen maintenant qu'il faut envisager des standards minimums, éventuellement des labels, mais en tout cas certainement des standards minimums pour les produits qui sont présentés comme ESG, pour notamment éviter le greenwashing. Après, pour les questionnaire préférence client, donc j'ai dit le calendrier est extrêmement court parce que les questionnaires clients, ça veut dire pour les établissements, non seulement d'élaborer ces questionnaires, mais il y a aussi des enjeux opérationnels assez importants, informatiques, de formation des conseillers financiers. Et l'autorité européenne des marchés financiers est en train de travailler à des guidelines, des lignes directrices. Donc on réfléchit à ces sujets avec les autres autorités. Il devrait y avoir une consultation au premier trimestre 2022 et la publication de ces lignes directrices avant l'entrée en vigueur des premiers questionnaires clients. Mais encore une fois, je pense que la régulation et les régulateurs ne peuvent pas régler ces sujets parce que l'innovation arrive. Est-ce qu'il faut, voilà, c'est aussi encore une fois comment l'institution financière veut créer ce dialogue client, mais tout ce qui pourra aller quand même dans une certaine, cohérence d'ensemble, je dirais. C'est ça dont on a besoin. Encore une fois, parce qu'on a si on veut veiller à la confiance des investisseurs, en fait. Oui. Et effectivement, le greenwashing, ça ressort aussi des sondages, on en a parlé, que la crainte du greenwashing, du fait que soit que le conseiller financier veut vendre des produits qui ne sont pas si verts que ça, soit que les produits en eux-mêmes ne se comportent pas vraiment, ne répondent pas vraiment à la promesse qu'ils font. Est-ce que ces règles-là sont susceptibles vraiment de redonner confiance en fait aux épargnants? Je ne sais pas si, je sais pas forcément Julie, peut-être Mouna aussi. Oui, en fait, on a un paradoxe à régler, c'est que il faut simplifier. Simplifier, c'est vulgariser. Vulgariser, c'est marketer. Marketer, ça crée le doute.
Donc, ça, c'est compliqué. Ça mène un chemin qui mène à la défiance. Et puis, il y a labelliser, réglementer, sécuriser. Et donc là, ça mène un chemin vers la complexité, l'ultra-complexité et le fait que ce produit n'est pas pour moi parce que je ne suis pas initiée. Et donc, on a cette équation à régler du côté de la façon dont on présente l'offre. Et donc, moi, j'ai une conviction, c'est qu'il faut mieux les marketer, mais il faut que le marketing regagne ses lettres de noblesse. À ce titre, au sein d'un collectif, au sein de l'ADTEM, on milite pour du marketing responsable et donc du coup qui va justement faire en sorte que la beauté de ces produits soit révélée sans achoper par rapport au greenwashing et donc du coup trop simplifier et en faire un objet de pub classique. Et puis de l'autre côté, par rapport à la complexité, je milite aussi sur ce type de fonds pour que le reporting des fonds soit sexy. Je suis désolée, on peut dire qu'un reporting financier peut être sexy. Et sexy, ça veut dire quoi? C'est que quand on investit dans tel et tel fonds, dans telle et telle valeur, eh ben, il faut penser que l'épargnant, l'investisseur, il a besoin de comprendre quel est l'impact très concret sur le territoire, sur la biodiversité, et que ça ne soit pas un papier blanc écrit à l'encre noire comme un fonds classique, parce qu'en fait, les épargnants ne les lisent pas comme tous nos contrats réglementaires. On ne les lit pas, on signe en bas, mais on ne se rend pas finalement compte pour ces produits-là, on ne se rend pas compte de le rôle que nous, on joue en tant qu'épargnants quand on investit dans ces fonds. Et donc, il faut remettre de la valeur de l'émotionnel. Et donc, ça se market aussi. Voilà, ça, c'est vraiment mes deux très fortes convictions. On peut marketer ces produits à l'avant-vente et à l'après-vente. La notion d'impact, effectivement, est intéressante. Elle commence à se mettre en place, et le FIR, d'ailleurs, on a fait un rapport il n'y a pas très longtemps sur la notion d'impact. Elle commence à se mettre en place. Elle est difficile quand même à manœuvrer pour justement qu'elle ne soit pas, qu'elle ne constitue pas de l'éco-blanchiment aussi, j'imagine. Oui, mais après, il faut dire ce que les produits font et ne font pas. Il y a aussi cette transparence. Dans le marketing responsable, il y a ça aussi. Quand on achète une Tesla, on achète la Tesla pour ce qu'elle va devenir dans quelques années, pas forcément pour la Tesla qu'elle est aujourd'hui. Il y a une confiance qui s'instaure entre le consommateur et le producteur parce qu'il y a une démarche, il y a une trajectoire qui est transformante. D'accord. Et c'est vrai que moi, je suis assez… Pardon, allez-y. Allez-y. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, mes collègues de l'autorité de contrôle prudentiel, donc ils regardent les produits d'assurance, ont fait une étude aussi. Et effectivement, ils disent que les risques de greenwashing sont plus forts, bien sûr, quand l'information est très synthétique, donc les bannières, les pubs, etc. En revanche, finalement, lorsque l'information cherche à décrire ce que fait le produit, l'information est plus équilibrée, disons, et le risque de greenwashing, en tout cas du point de vue du régulateur, où on essaye d'avoir la ceinture et les bretelles en termes de transparence de l'information, être sûr que l'information n'est pas trompeuse, c'est le boulot du régulateur. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on peut, comme le dit Mouna, mettre en avant à la fois ce que fait le produit et ce qu'il ne fait pas. Et c'était aussi l'idée du règlement européen Disclosure. Mais du point de vue du régulateur, il y a vraiment aussi un travail à faire pour voir qu'est-ce qui est acceptable. Nous, jusqu'à présent, on a travaillé sur l'idée de proportionnalité, c'est-à-dire que votre promesse doit être quand même, y compris le nom, doit être quand même proportionnée à la réalité du produit. C'est un principe de base. Maintenant, effectivement, il faut pouvoir le décliner et puis il faut travailler avec le niveau actuel d'éducation des investisseurs qui reste et des conseillers financiers qui reste assez faible. Donc, c'est vraiment un défi. Et c'est vrai que l'épargnant a peut-être aussi besoin de savoir ce qu'il y a dedans, dans le produit, en fait, voir un peu ce qu'il y a sous le capot. Ouais. Et ça peut parfois aussi induire de la confusion, en fait, quand on voit un produit vert et pas forcément 100% vert dedans. Est-ce que c'est pas compliqué, ça aussi, justement, à expliquer à un épargnant? Oui, avec une complexité additionnelle, que c'est très émotionnel. C'est le Mouna qui a utilisé le mot, mais ça touche quand même souvent et donc, pour une institution financière aussi, c'est compliqué de savoir
qu'est-ce qui va faire réagir un épargnant? Est-ce que c'est le nucléaire? Est-ce que c'est le social? Et donc, on peut avoir des points de départ différents sur ce sujet. Et là, peut-être, effectivement, c'est le dialogue client, peut-être, la transparence des produits aussi, avant, et comme le disait aussi Mouna, après. Et je pense le règlement Disclosure a été beaucoup critiqué. Mais maintenant, moi, je suis curieuse de voir comment le marché va s'emparer des reportings qui sont obligatoires au niveau des fonds, donc avec un certain nombre d'indicateurs qui sont donnés pour les fonds. Est-ce que ça va amener le marché à revoir un petit peu cette catégorisation des produits qui s'est opérée dans le rush de la mise en œuvre du texte? Et comment est-ce que les clients aussi, y compris institutionnels, du coup, interrogent sur ces indicateurs vis-à-vis de leurs fonds? D'accord. Je vais revenir juste sur quelque chose qu'on a dit un peu au début, que les épargnants faisaient toujours attention quand même au risque, à la liquidité, au risque. Est-ce qu'il y a toujours cette notion de produits plus risqués dans les produits durables, verts ou durables? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un moyen aussi de rassurer là-dessus? Écoutez, je pense que clairement aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas forcément un avantage financier à investir dans le vert, tant pour l'investisseur d'ailleurs que pour l'émetteur, hein, celui qui emprunterait avec des produits, des obligations vertes ou qui emprunterait avec des prêts verts. Il y a rarement un avantage ni pour l'un ni pour l'autre. Globalement, les conditions de marché restent à peu près les mêmes. Donc, ce n'est pas la rentabilité qu'on cherche. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'une entreprise qui émet des green bonds ou quelqu'un qui investit dans du vert, dans 10 ans, il y a des chances que son projet il existe toujours. À l'inverse, celui qui investira dans une pétrolière ou dans les énergies carbonées ou dans d'autres domaines qui ne sont pas compatibles avec notre trajectoire climatique, peut-être que dans 10 ans, en revanche, ça vaudra zéro son investissement. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, hein, c'est ce qu'on appelle les actifs échoués. Ou le risque de signe vert, hein, pour faire le lien, les green swans, hein, pour faire le lien avec ce qu'on a connu après la crise financière de 2008, hein, tous les subprimes qui étaient super cotés, triple A, etc., puis d'un seul coup n'ont plus rien valu. Et ben, c'est exactement ça qui risque de se passer dans l'économie brune. Donc finalement, aujourd'hui, ce qu'il faut d'abord, avant tout faire en matière de finances vertes, c'est de se détourner de ce qui est brun, ce qui est néfaste à l'environnement, première étape. Deuxième étape, après, c'est investir plus et massivement dans le vert parce que c'est les besoins qu'on a aujourd'hui en France pour atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est notre trajectoire française. Il y a d'autres pays aussi qui ont des ambitions même encore plus avancées que nous. Et donc, il va falloir réorienter massivement l'épargne et les investissements. Alors, au-delà de l'épargne, hein, il faut avoir en tête quand même qu'il y a la politique monétaire. Hein. L'argent, il se crée aussi par les banques tous les jours. Hein. Il n'y a pas que les investisseurs et l'épargne, les bas de laine qui sont investis. Une banque, elle ne prête pas que ce qu'elle a en coffre. Hein. Elle crée de l'argent chaque jour. Et donc là, c'est le rôle des régulateurs bancaires, notamment les comités de Bâle. C'est le rôle aussi de la politique monétaire, de la Banque centrale, hein, la BCE, qui peut encourager les banques à faire des prêts, à financer l'économie dans un domaine plutôt qu'un autre. Et donc ça aussi, ça va accroître le besoin d'investissement et donc les investissements possibles pour des épargnants directement, parce que les deux vont aller de pair, les prêts et les investissements en fonds propres. Il faut que les deux aillent de pair. Et si on n'attend que des côtés des épargnants, c'est vrai que ça risquera d'être assez limité, parce qu'en général, la partie fonds propres, c'est un effet de levier. Hein. On a peut-être 2 ou 3 euros pour 10 euros empruntés de fonds propres. Donc voilà, il y a besoin que les deux aillent de pair. Et donc, il faut aussi continuer à avancer de côté politique de régulation monétaire. Et là, il y a un plan d'action de la Banque centrale européenne qui est très ambitieux. Hein. C'est celui dont on parlait au tout début. C'est ce qui nous a conduit à mettre à jour notre manuscrit à la dernière minute, puisque ça a été annoncé dans tout début juillet. Tout début juillet. Voilà, qu'il y avait un nouveau plan d'action. Pour l'instant, ce sont des intentions. Donc, on attend de voir aussi si ces intentions se transforment en actions concrètes, hein, puisque le plan d'action se déroule jusqu'en 2024. Donc, d'ici 2024, on saura concrètement comment la Banque centrale va influencer les banques secondaires, les banques commerciales, à effectivement financer davantage les projets verts et se détourner, parce que c'est quand même primordial, se détourner de tout ce qui est néfaste à l'environnement. C'est la première étape de la finance verte. Pour abonder, en fait, c'est la classe d'actifs qui détermine le niveau du risque du fonds. Ce n'est pas le fait que le fonds soit vert, c'est la classe d'actifs. Ensuite, on ne l'a pas dit, mais les mois que nous avons traversés ont démontré la résilience des fonds responsables. Et donc, du coup, là où il y a quelques années, quand je défendais ces sujets, on me disait que les fonds sont moins performants que des fonds classiques, c'est de moins en moins vrai et les courbes se sont
se sont inversées. Et donc, du coup, j'appuie ce que vient de dire Noam sur le fait qu'il est de bon ton d'investir dans ce type de fonds parce qu'ils sont l'avenir. Et c'est les fonds carbonés qui le sont de moins en moins. C'est des euphémismes. Hein. Si je peux juste compléter sur la question de est-ce qu'on peut rassurer les épargnants, dans l'idée du questionnaire client dont on a parlé aussi, c'est vrai que leurs objectifs financiers sont analysés d'abord et ensuite les préférences ESG, et à charge du conseiller financier de pouvoir offrir un produit qui correspond à la fois à la tolérance au risque, qui est quand même un enjeu pour l'épargnant, sa tolérance au risque, sa compréhension, sa connaissance, et ses préférences ESG. Donc ça, c'est la façon dont ça a été conçu, avec sans doute un défi à court terme face à des épargnants qui pourraient avoir un appétit, pour toutes les raisons qu'on a discutées, assez fort pour ces produits, y compris pour des produits à impact, et pour les acteurs qui n'ont pas encore fait bouger leur offre de produits à la bonne vitesse. Donc ça, à court terme, c'est sans doute un enjeu pour les institutions financières et les distributeurs. D'accord. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin de la session. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez poser des questions dans la boîte de dialogue. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les écrire et on les relaiera. Je fais peut-être juste une petite incise avec Grégoire. Je crois que vous vouliez ajouter quelque chose sur la manière d'orienter l'épargne. Vous aviez une proposition à faire, Grégoire. C'est à la fois un peu pour commenter ce que j'ai un peu entendu là. Hein. Je ne peux que souscrire avec les principaux propos qui ont été tenus. On se rend bien compte qu'effectivement, ces produits sont extrêmement complexes, finalement, pour le grand public en tout cas, à comprendre. Et pour faire face à cette complexité, il y a le fait de convaincre aussi les distributeurs. On en a une aujourd'hui avec nous, mais c'est vrai qu'eux aussi connaissent assez mal ces produits. Et c'est quand même eux qui sont en frontal, le sondage le montre, pour vendre finalement ces produits, être capable de les proposer au grand public. Alors, ce qu'on a fait, nous, cette année, on va sortir des vidéos d'ici quelques semaines. En fait, elles sont prêtes quasiment. On a décidé de faire des vidéos pédagogiques qui sont destinées principalement aux distributeurs, donc au CGP et éventuellement aux conseillers dans le cadre des banques, avec une approche qui est une approche factuelle. On a travaillé avec des journalistes là-dessus pour avoir quelque chose qui soit basé vraiment sur des faits concrets, un peu ludique, puisqu'on va utiliser l'animation pour expliquer tout ça. Et on s'est concentré sur à la fois des vidéos courtes pour qu'on ait le temps de les regarder et sur des sujets qui importent le distributeur, que sont par exemple la performance qu'on vient d'évoquer, mais aussi ce que c'est que l'engagement actionnarial, par exemple, quel est un des leviers dont dispose l'investisseur responsable et qui est très important. Et puis, bien sûr, on rappelle un certain nombre de fondamentaux sur ce que c'est que l'investissement socialement responsable, comment est-ce qu'on fait des arbitrages dans le domaine. Donc, c'est bien, on fait cet effort-là pour la distribution, mais en même temps, on fait un constat, c'est que les choses ne vont pas assez vite. Et même si aujourd'hui, on va vers le questionnement de l'épargnant sur ses préférences, même si tous les réseaux sont en train de développer, de travailler ces choses-là, on se rend compte que si on veut vraiment que ces masses financières aillent vers une économie durable, ça ne va pas assez vite. Donc, on a aussi en parallèle une proposition qu'on fait déjà depuis quelques années, mais qui, à notre sens, reste beaucoup d'actualité, c'est l'offre par défaut. En fait, c'est qu'une fois qu'on a fait le profil de risque de l'épargnant, du coup, on lui donne plutôt un produit responsable qu'un produit qui n'a pas un label de responsabilité. Et ça renvoie effectivement à la qualité des labels qu'on peut avoir en France. Alors, j'ai trouvé que Noam était très optimiste sur la sortie de l'écolabel européen et de sa capacité finalement aussi à être labellisé beaucoup de fonds. Parce que si les degrés d'exigence tels que semblent se dessiner si forts, assez peu de fonds risquent d'être labellisés. Et ça, c'est un problème si on veut vraiment permettre le switch de l'épargnant. En revanche, en France, on a 2 labels qui fonctionnent. Alors, je sais qu'il y a des questions aujourd'hui sur les cahiers des charges de l'un et de l'autre. Et du coup, ce qui est très important, c'est qu'ils évoluent dans le bon sens, si je puis dire. Alors, qu'est-ce que c'est que le bon sens ? On peut laisser la question ouverte, mais il est important d'aller vers le sens de l'exigence, que les choses se renforcent au fur et à mesure. Et ces labels pourront être effectivement ces outils opposables permettant le fléchage. Si on fait une offre par défaut, ça sera une offre labellisée. C'est très clair. Donc, c'est très important que ces labels soient de qualité, qu'ils ne fassent pas de fausses promesses, qu'on n'ait pas de greenwashing derrière. Mais ça, c'est des choses qui nous paraissent extrêmement importantes dans cette relation qu'on peut avoir. Je suis désolé pour cette incursion un petit peu dans les débats, mais je souscris un peu à tout ce que les uns et les autres vous avez dit. Je pense qu'on a des enjeux et une urgence maintenant sur ces sujets. On a une question qui vient de François Lonoret.
Alors, je crois qu'on a répondu en partie de la question, je la pose quand même. L'interprétation de la réglementation européenne SFDR est basée sur l'autodéclaration des SGP, ayant toute une lecture différente. Certains fonds engageants et labellisés ISR se retrouvent en 8 et d'autres en 9, sans pour autant justifier une approche extra-financière plus développée. Comment uniformiser l'adoption de cette réglementation? Y aura-t-il des contrôles? La partie y aura-t-il des contrôles, je ne crois pas qu'on l'ait abordé. Est-ce que quelqu'un veut y répondre? Peut-être Julie. Ah oui, Non, je pense que tu peux répondre. non, je pense qu'il y a effectivement, il y a une vraie question sur le fait que le marché s'est emparé de cette réglementation, pas pour l'objectif qui avait été fixé. Et donc, c'est devenu une auto-certification et avec une pression quand même très, très forte des clients, notamment clients institutionnels, pour avoir des fonds, article 8, article 9. Alors, l'article 8, c'est sans doute la catégorie où il y a le plus de fonds identifiés, mais qui est aussi très, très très large en termes d'ambition, mais même au sein de l'article 9, et je crois que la question y fait référence, on voit aussi des produits différents. Alors, nos collègues hollandais, par exemple, ont fait un premier aperçu. Nous aussi, on a fait des analyses. Après, c'est vrai que le texte est assez large. J'ai parlé tout à l'heure des reporting ex post. Je pense qu'il y a un moment aussi où, du coup, par rapport à d'une part, la définition qui est donnée dans les textes, qui n'est pas si vague que ça, l'article 9 doit avoir un objectif d'investissement durable. Et puis ensuite, sur les reporting ex post, et notamment votre part d'alignement avec la taxonomie, là, je pense que du coup, on va, les parties prenantes, les clients vont pouvoir poser aussi des questions. Et sinon, j'ai parlé aussi de l'attention que porte la Commission européenne. Je pense qu'ils se rendent bien compte que le marché, encore une fois, a utilisé ce produit pas comme c'était conçu. Et donc, est-ce que c'est en passant par des standards minimums que ça pourra avancer aussi? Du point de vue des régulateurs, on n'a pas voulu faire d'interprétation au niveau national des articles 8 et 9. On avait cette doctrine AMF qui permettait quand même d'avoir une barre d'entrée, mais qui n'était pas discriminante pour l'interprétation de la SFDR, parce qu'on s'orientait sur on cherchait à répondre à des questions différentes. Donc, c'est vraiment des sujets devant nous, ça. D'accord. Il y a une autre question, toujours de François Lénoré, sur l'impact, demandant est-ce qu'on peut parler d'impact quand on ne fait que de l'investissement coté? Mouna, est-ce que vous avez une En réponse? fait, c'est la diversité des offres qui existent sur le marché qui permet de répondre à ça. Si on veut faire de la finance verte et investir dans la finance verte qu'au travers de fonds cotés, c'est un choix, mais il y a d'autres solutions qui existent. Et donc, c'est bien la pluralité des offres qui existent qui permet de couvrir le besoin et maximiser l'impact, de mon point de vue. Et le côté, alors, permet de faire de l'impact? Je ne sais pas si soit malgré tout, sans parler de diversité. Oui, l'univers, quand même, l'univers d'investissement sur lesquels les fonds ISR choisissent de sélectionner des valeurs, il y a du côté qui est green et il le sera de plus en plus. C'est en fait, c'est l'univers d'investissement et les exclusions qui, du coup, et là, dans les exclusions, il y a plus de côté, oui, significativement. Je pense que le fonds à impact, en tout cas, ça dépend de la définition, encore une fois, qu'on adopte sur les questions d'impact, mais si on se dit l'ISR, c'est le minimum, c'est le socle minimum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de l'impact si déjà on n'a pas une sorte de neutralité, d'externalité négative. C'est-à-dire qu'on a déjà supprimé les externalités négatives, ça c'est l'ISR. Ensuite, l'impact, c'est qu'on va plus loin. Et donc, ce n'est pas incompatible avec le fait d'être coté, d'être une société à mission avec des indicateurs de suivi des impacts positifs, un juste partage de la valeur au sein de l'entreprise. Tout ça n'est absolument pas incompatible avec le fait d'être coté, pas forcément le CAC 40, mais en tout cas, sur la cotation Euronext, il y a quand même d'autres sociétés que le CAC 40. Et donc, il y a quand même de la marge. Enfin, je ne pense pas que ça soit incompatible en tout cas. D'accord. Alors, François Lénoré dit juste comment en disant la notion d'additionnalité est effectivement difficilement justifiable sur le côté. C'est la partie, le deuxième critère de l'impact.
Je crois que ça reprend une autre question. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une terminologie commune? Et je pense que c'est un peu difficile. L'objectif du livre aussi, c'était pour les universitaires. Je pense qu'il y a besoin de travaux académiques sur ces sujets. Et ça commence sur l'impact, mais sur les liens entre performances, qui est une autre question posée, les liens entre performance et est-ce qu'il faut accepter une sous-performance, une sous-rentabilité? Enfin, tous ces travaux et essayer de... Nous, on a beaucoup milité pour une terminologie commune, mais c'est quand même assez difficile en fait parce que le marché avance vite et les catégories sont très larges. D'accord. L'additionnalité, on l'a vu, hein, il y a des études, des travaux académiques. Certains, il n'y en a pas beaucoup, hein, comme le dit Julie, c'est vrai. Il y a quelques travaux, par exemple, sur l'effet additionnel des green bonds. Est-ce que les obligations vertes, est-ce que le fait d'émettre une obligation verte fait que ça va améliorer finalement l'impact environnemental des projets financés? Il y en a des études qui disent que oui, d'autres qui disent que non. Finalement, la somme des deux fait qu'on n'est pas certain. Il y a des incertitudes sur l'impact. En tout cas, ça met quand même une pression supplémentaire sur les entreprises, sur les émetteurs. Hein. La preuve, où j'ai discuté avec des directeurs financiers qui me disaient que depuis que la DAF émet des green bonds, ça fait challenger tous les projets qui sont théoriquement green pour aller plus loin, pour améliorer, et donc même parce que les investisseurs, après, derrière, les challenge aussi, et ils doivent rendre des comptes. Et donc, ça a permis quand même d'aller plus loin, d'améliorer quand même. Donc, ça se mesure peut-être pas très facilement, mais en tout cas, qualitativement, on constate quand même qu'il y a un effet additionnel. Le deuxième effet green bond, en fait, qui se produit dans l'entreprise. Tout à fait. Et en fait, il faut avoir cette notion de timing. On ne passe pas du brun au vert en appuyant sur un bouton on-off. On est dans cette période de transition. Cette transition s'accélère et elle commence à porter ses fruits à plusieurs niveaux. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas assez vite, mais on est dans cette période de transition. Et donc, du coup, il faut que chacun d'entre nous en ait conscience et qu'en soit acteur. À ce titre, il y a une association qui s'est créée qui s'appelle les acteurs de la finance responsable, les AFR, et qui est née de volonté à l'intérieur des entreprises, toutes entreprises confondues, tout métier confondu, de la compliance au marketing, qui est née pendant la période du Covid et qui, en fait, crée un collectif maintenant, j'en fais partie, de plus de 100 personnes qui, justement, ont envie de diffuser cette viralité responsable à l'intérieur de l'entreprise dans chacun des métiers. Et donc, du coup, c'est aussi un signe. Très bien. Je suis le maître du temps, donc je crois qu'on arrive au bout de notre webinaire. Je vous remercie à tous d'avoir participé, aux 3 intervenants et puis aussi aux participants qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous a intéressé. Je pense que ça l'était. Et puis, une prochaine fois. À bientôt. Grégoire, je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot. Non, je vais pareil remercier nos intervenants aujourd'hui. Et sur la question de l'impact, je peux renvoyer des travaux qu'on a fait avec France Invest. Hein. On a travaillé pendant 2 ans là-dessus, donc y compris sur la question de l'additionnalité. Bon, François, il y a peut-être des choses à prendre dedans. En tout cas, vous remerciez tous. Effectivement, on arrive un peu au terme des dates officielles de la semaine de la finance responsable, même s'il reste encore quelques événements dans les prochaines semaines. Donc, merci à tous. Et puis, comme on arrive plus ou moins à l'heure du repas, bon appétit à ceux et ceux qui vont aller manger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.